essaye d'étudier l'impact de ce programme sur la santé physique et la santé mentale de ces femmes. Et c'est un article coécrit avec Sero Ito et Aurélia Lépine. Donc dans la plupart des pays à travers le monde, en fait, la prostitution, elle est prohibée. Et ceci s'explique d'une part par des considérations morales, mais d'autre part par des préoccupations d'ordre de santé publique. Et l'idée derrière cette prohibition, c'est de dire que la décriminalisation de la prostitution mènerait à une augmentation des maladies sexuellement transmissibles via une augmentation du nombre d'actes sexuels rémunérés. Mais d'un autre côté, on peut aussi argumenter que la criminalisation de la prostitution peut aussi mener à une augmentation du taux d'incidence des maladies sexuellement transmissibles via un autre mécanisme qui serait que la criminalisation accroît l'isolement et la stigmatisation des professionnels du sexe et donc peut potentiellement diminuer leur estime de soi. Et par là, ces femmes peuvent augmenter la prise de risque et également réduire leurs demandes de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles ou réduire leurs demandes de soins de santé si, par exemple, elles ont peur d'être jugées par les professionnels de santé. Dans la littérature, il y a des preuves de cet effet négatif de la criminalisation de la prostitution sur la santé physique. Ainsi, par exemple, en Indonésie, certains auteurs ont étudié la criminalisation de la prostitution et ont montré qu'en effet, il y avait une diminution de la taille de ce marché, mais ça menait également à plus de difficultés d'accéder aux préservatifs et du coup, ça aboutissait à une augmentation du taux des IST au sein de cette population. Il y a d'autres études à la fois aux États-Unis et au Mexique qui ont étudié cette fois-ci la décriminalisation de la prostitution ou la régulation de la prostitution et qui ont montré un effet positif sur la santé physique en étudiant différents types de maladies sexuellement transmissibles. Donc ces précédentes études, elles se sont focalisées sur l'effet de la criminalisation ou de la régulation de la prostitution sur la santé physique principalement. Et il n'y a aucune évaluation d'un programme d'enregistrement à proprement parler, et notamment aucune évaluation d'un programme d'enregistrement incluant une composante santé. Donc il y a différents pays qui ont mis en place ce type d'enregistrement, et c'est notamment le cas du Sénégal. Donc ce qu'on va faire dans cet article, c'est qu'on va évaluer l'impact du programme d'enregistrement des professionnels du sexe au Sénégal et on va s'intéresser non seulement à la santé physique, mais également à la santé mentale de ces femmes. Et pour cela, on va utiliser des données qu'on a collectées en 2015 auprès de 650 femmes à Dakar. Et on a stratifié notre échantillon en fonction du statut d'enregistrement afin d'avoir à la fois des femmes enregistrées et des professionnels du sexe clandestines. Donc quelques mots sur le programme d'enregistrement au Sénégal. Le Sénégal, c'est le seul pays africain qui a décidé de réguler la prostitution sur son territoire et donc de légaliser la prostitution pour les femmes qui s'enregistreraient auprès des autorités. Et donc ceci depuis 1969 est la loi de tolérance. Et donc l'idée de cette loi de tolérance, c'est que toute professionnelle du sexe âgée de plus de 21 ans doit s'enregistrer auprès d'un centre de santé et se présenter à des visites médicales mensuelles pour être testée et traitée. Donc l'objectif du gouvernement, c'est vraiment de suivre sanitairement ces femmes. Et donc toute femme qui s'enregistre, elle obtient un carnet sanitaire, qui est un petit carnet de cette taille, où toutes les visites sont notées dans ce carnet. Et si ces femmes s'enregistrent et vont bien à leur visite médicale mensuelle, elles ont le droit de solliciter des clients dans les lieux publics et dans les bars. Elles ne vont pas se faire embêter par la brigade des mœurs. Alors que si jamais elles ne sont pas à même de présenter ce carnet sanitaire à la police, elles risquent une peine de prison de 2 à 6 mois. Et les évidences sur le terrain montrent qu'en effet, cette peine de prison est mise en place, est appliquée. Et c'est une des raisons aussi parfois pour que des professionnels du sexe qui sont restés longtemps dans la clandestinité, après avoir subi une peine de prison, viennent s'enregistrer auprès des autorités. Donc cet enregistrement, il implique quand même un risque accru d'être découvert par un membre de sa famille ou son entourage, notamment via le carnet sanitaire qui n'est délivré qu'aux femmes enceintes et aux professionnels du sexe. Donc si l'entourage découvre ce carnet sanitaire, il peut être suspicieux.
La sollicitation dans les lieux publics qui est permise avec l'enregistrement, elle accroît également le risque de rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans un bar. Et l'information personnelle qui est contenue dans les fichiers de la police suite à l'enregistrement est également un risque, entraîne également un risque d'être découvert soit par un membre de sa famille qui travaillerait dans la police, ou même dans le futur si jamais un membre de sa famille plus tard travaille dans la police. Mais les professionnels du sexe, elles ont également peur de subir du chantage de la part des policiers. Et donc, étant donné qu'au Sénégal, la prostitution elle est fortement condamnée, nombre de ces femmes préfèrent rester discrètes et donc décident de ne pas s'enregistrer malgré les bénéfices en termes d'accès aux soins notamment qui sont apportés par l'enregistrement. Et donc dans une estimation de la population des professionnels du sexe dans la région de Dakar qui a été faite en 2012 par le ministère de la Santé, il est montré que 60% des professionnels du sexe exerçant dans la région de Dakar ne sont pas enregistrés. Donc avant de passer à l'analyse empirique et donc à l'estimation de l'impact de ce programme sur la santé mentale et la santé physique de ces femmes, dans ce travail de recherche, on développe un petit modèle où la professionnelle du sexe, elle peut choisir de s'enregistrer ou pas, et l'enregistrement apporte des bénéfices en termes d'accès aux soins et d'absence de sanctions policières. Et l'enregistrement, par contre, elle induit des coûts en termes de stigmatisation accrue. Et donc sur la base de ce petit modèle, on peut faire des prédictions théoriques. Ça va nous aider à savoir a priori qu'est-ce qu'on devrait trouver dans les données. Et ce qu'on prédit avec ce modèle, c'est que les professionnels du sexe enregistrés, elles vont effectuer davantage d'actes sexuels, elles ont accès à plus de clients et elles vont donc davantage travailler. Elles sont également, par contre, elles vont davantage souffrir de la stigmatisation. Et en ce qui concerne l'effet de l'enregistrement sur la santé physique, il est indéterminé parce qu'il y a deux effets qui vont dans des sens contraires. Et donc dans les données, il faudra voir quel est l'effet qui est le plus fort dans le cas du Sénégal. Mais donc il y a un effet de risque accru d'infection qui du coup aurait un effet négatif sur la santé. Mais il y a également, l'enregistrement permet un meilleur accès aux soins et donc il y a une probabilité accrue pour ces femmes d'être soignées, ce qui aurait un effet positif sur la santé. Donc, en ce qui concerne les données qu'on a collectées, on a collecté des informations sur 650 femmes, et donc comme je vous le disais, il y en a la moitié qui sont des femmes enregistrées et l'autre moitié qui sont des femmes non enregistrées. Cet échantillon de 650 personnes, ça représente 15% de la population totale estimée exerçant dans la région de Dakar. Et on a collecté des données en juin et juillet 2015 en collaboration avec la division de lutte contre le sida et les IST, qui est un département du ministère de la Santé du Sénégal. Et donc pour cette étude, en fait, on va se focaliser sur les femmes de plus de 21 ans, étant donné que la condition pour s'enregistrer, c'est d'avoir plus de 21 ans. Et donc on a 320 femmes enregistrées et 310 femmes non enregistrées. Donc en ce qui concerne les informations qu'on a collectées dans ce questionnaire, on a collecté des informations sur les caractéristiques socio-économiques de ces femmes, sur leur environnement de travail et leur activité de prostitution. Et on a également collecté des informations sur leurs demandes de prévention et leurs liens avec le système de soins, qui sont des dimensions qui sont directement normalement impactées par l'enregistrement. Et on a également des informations sur leur santé physique et mentale. Donc lorsqu'on souhaite étudier l'impact d'un tel programme, on fait face à un problème de sélection dans le programme, étant donné que les professionnels du sexe qui sont enregistrés et qui sont non enregistrés, elles ne sont pas allouées à ces deux groupes de manière aléatoire, mais c'est une décision de la femme de s'enregistrer ou pas. Et donc on peut penser que les professionnels du sexe officiels, elles sont différentes des professionnels du sexe clandestines. Et du coup, une simple comparaison des deux groupes risque de biaiser l'estimation de l'impact du programme si jamais on a une variable qui explique à la fois la décision de s'enregistrer dans le programme et les variables d'intérêt auxquelles on s'intéresse. Et donc si cette variable explique ces deux phénomènes, on va potentiellement conclure qu'il y a un impact du programme alors que peut-être il n'y en a pas. Donc pour évaluer ce programme, on va mettre en place une méthode d'appariement des coefficients de propension. L'idée de cette méthode, c'est d'apparier une professionnelle du sexe
enregistré avec une professionnelle du sexe clandestine qui aurait les mêmes caractéristiques. Et étant donné qu'on veut prendre en compte beaucoup de caractéristiques différentes, on va calculer une propension à s'enregistrer pour chaque femme. Et donc, on va essayer d'apparier des femmes des deux groupes qui ont la même propension à s'enregistrer. Donc, cette méthode, elle s'appuie sur deux hypothèses fondamentales. D'une part, l'hypothèse d'indépendance conditionnelle qui veut dire qu'une fois qu'on a contrôlé pour un ensemble de variables qu'on pense déterminer l'enregistrement ne dépend pas de variables qu'on n'observerait pas. Et une autre hypothèse nécessaire à la mise en place de cette méthode d'appariement des coefficients de propension, c'est d'avoir dans les deux groupes, pour chaque niveau de propension à s'enregistrer, des individus à la fois enregistrés et non enregistrés. Donc les résultats principaux que je vais vous présenter, c'est des résultats issus de l'estimateur d'appariement gaussien. Et cet estimateur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apparie les unités traitées, c'est-à-dire les professionnels du sexe enregistrés, avec une moyenne pondérée des professionnels du sexe non enregistrés. Et chaque professionnel du sexe non enregistré, elle va être pondérée par la distance entre sa propre propension à s'enregistrer et la propension à s'enregistrer de la professionnelle du sexe enregistrée. Donc, du coup, ici, je vous présente simplement les variables qu'on a inclus dans notre calcul de propension à s'enregistrer. Et donc, les variables qu'on pense être des déterminants de l'enregistrement. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes qui sont divorcées ont une probabilité plus grande de s'enregistrer. Celles qui vivent seules également ont une probabilité plus grande de s'enregistrer. Celles qui ont un père ou une mère qui vit à Dakar ou qui ont davantage peur de la stigmatisation, elles vont moins s'enregistrer. Donc on voit que c'est cohérent avec ce souhait de rester discrète de certaines de ces femmes. On voit également que celles qui sont entrées dans la prostitution seules, elles sont moins susceptibles de s'enregistrer, ce qui peut indiquer une moindre information sur le système d'enregistrement existant. Et on voit que celles qui sont propriétaires de leur logement ont également une moindre probabilité de s'enregistrer. C'est celles qui sont plus riches, en fait, et qui ont peut-être besoin de moins faire d'actes, d'avoir des moindres revenus de la prostitution. Donc ici, c'est simplement un graphe pour vous montrer dans quelle mesure l'appariement est à même de réduire le biais de sélection. Donc les points ronds ça correspond au pourcentage de biais standardisés lorsqu'on n'a pas encore apparié les deux groupes, et les croix correspondent à ce biais lorsqu'on a effectué l'appariement. Et donc ici, c'est simplement pour montrer qu'en effet, on a un support commun, c'est-à-dire que pour chaque niveau de propension à s'enregistrer, on a des individus qui sont dans les deux groupes. Et on voit quand même qu'en bleu clair, les professionnels du sexe enregistrés, elles ont quand même tendance à avoir une propension à s'enregistrer plus grande que celles qui ne sont pas enregistrées, qui sont en bleu foncé. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat en ce qui concerne la prévention et le lien avec le système de santé, qui sont des variables qui doivent normalement être directement impactées par l'enregistrement. On voit qu'en effet, les professionnels du sexe que je vous ai présentés précédemment, on s'attendait à ce que les professionnels du sexe enregistrés elles aient une activité plus grande. Et on voit qu'en effet, elles ont 2,6 clients supplémentaires. Et par un effet quantité, c'est-à-dire que en fait, les prix ne bougent pas entre les... Il n'y a pas de différence de prix entre les enregistrés et les clandestines, mais par un effet quantité, en fait, les professionnels du sexe officiels, elles gagnent davantage d'argent par mois. En ce qui concerne la prise de risque lors du dernier acte sexuel, en fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes, les professionnels du sexe enregistrés, en fait, elles ont plus tendance à aller dans les lieux publics et dans les bars, ce qui va modifier également leur prise de risque. Elles vont être plus susceptibles d'avoir consommé de l'alcool avant l'acte sexuel. Elles sont plus susceptibles d'avoir eu plusieurs clients à la fois lors du dernier rapport. Et elles sont également plus susceptibles d'avoir eu des rapports anaux. Donc il n'y a pas de différence, par contre, entre les deux groupes en ce qui concerne l'utilisation du préservatif. En ce qui concerne les résultats sur nos variables principales, c'est-à-dire la santé physique et la santé mentale, ce qu'on obtient, c'est qu'on observe un effet positif de l'enregistrement sur la santé physique, c'est-à-dire que les professionnels du sexe officiel, elles sont moins susceptibles d'avoir été malades lors des 30 derniers jours. Et par contre, on observe un effet négatif sur la santé mentale et le soutien psychologique.
Plus particulièrement, les professionnels du sexe enregistrés, elles sont plus susceptibles de dire qu'elles sont malheureuses, elles ont une moins bonne estime d'elles-mêmes, et elles sont moins susceptibles de déclarer qu'elles peuvent compter sur une autre professionnelle du sexe si elles veulent discuter et être rassurées. Donc, on a utilisé la méthode d'appariement des coefficients de propension pour estimer l'impact de ce programme. Toutefois, en fait, cette méthode, elle est critiquée sur différents aspects. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est via 3 différents tests de robustesse, essayer de voir si, en améliorant certains aspects de notre appariement, est-ce qu'on va réussir à conserver les résultats que je vous ai présentés précédemment. Donc la première méthode qu'on met en place, c'est on essaye d'améliorer l'équilibre des covariables. Donc cette méthode, elle s'appelle entropy balancing, et l'idée de cette méthode, c'est de s'assurer que la distribution des covariables que je vous ai présenté précédemment, qu'on inclut dans le calcul de la propension à s'enregistrer, on s'assure que la distribution de ces covariables, elle est identique dans les 2 groupes, et pas seulement en ce qui concerne la moyenne, mais également en ce qui concerne la variance et la symétrie. Et donc, ce que cette méthode fait, c'est simplement, elle va calculer des poids à mettre sur le groupe contrôle pour que le groupe traité et le groupe contrôle pondéré simulent une expérience randomisée. Et donc, en faisant cela, on peut ensuite simplement effectuer une comparaison de moyenne, et on peut estimer l'effet de ce programme, et on trouve des résultats très similaires à ceux que je vous ai présentés précédemment. Une autre amélioration possible, ce serait essayer d'améliorer la spécification des coefficients de propension. Donc, lorsqu'on met en place la méthode d'appariement des coefficients de propension, en fait, on utilise, pour calculer la probabilité de s'enregistrer, on utilise une régression logistique, mais ce n'est pas forcément cette régression logistique qui va capturer le mieux la relation entre ces covariables et le fait de s'enregistrer. Donc, la méthode du superlearner, l'idée de cette méthode, c'est de choisir l'algorithme optimal parmi une série de candidats. Donc, les candidats, c'est différents modèles qu'on va prendre en compte. Et sur la base de cette série de candidats, en fait, on va calculer une combinaison linéaire des candidats pour construire des coefficients du superlearner, et on va utiliser ces nouveaux coefficients dans l'appariement. Donc, cette technique, elle s'implémente sous R. Et donc, du coup, nous, par exemple, dans ce cas-ci, on a utilisé les modèles suivants qui sont forêt d'arbres décisionnels, modèle additif généralisé, technique d'arbres de classification. On peut ajouter vraiment énormément de modèles, et en fait, le logiciel, il va nous indiquer quels sont les modèles qui sont les plus intéressants, et il va faire une sorte de pondération de ces modèles pour calculer les coefficients de propension. Et donc, cette technique, en fait, ce qu'elle entraîne, c'est une réduction du support commun, et donc, du coup, une réduction du nombre d'observations qu'on va utiliser dans l'appariement. On trouve des résultats très similaires à ceux que je vous ai présentés précédemment, sauf pour la santé mentale qui perd de sa significativité. Et donc, le dernier test de sensibilité qu'on peut effectuer, en fait, la méthode d'appariement des coefficients de propension, elle se base sur l'hypothèse d'indépendance conditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de variable inobservable qui expliquerait également l'enregistrement et les variables d'intérêt. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de voir dans quelle mesure, s'il y a une violation de cette hypothèse, on a quand même nos résultats qui restent robustes. Donc l'idée de ce test de sensibilité, c'est de simuler l'impact d'une variable inobservable. Cette variable inobservable, elle entraîne la violation de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. Et donc, dans un premier temps, on va supposer que cette variable qu'on n'observe pas, elle ressemble aux autres covariables qu'on a déjà inclus dans le score de propension. Donc ça, c'est une manière de tester la robustesse de nos résultats. Et ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est essayer d'étudier quelle doit être la distribution de cette variable inobservable pour que notre effet disparaisse. Et ensuite, une fois qu'on connaît les caractéristiques de la distribution de cette variable inobservée, on peut essayer de regarder si c'est plausible d'avoir une telle variable qu'on n'observe pas, et donc conclure sur la robustesse de nos résultats. Et donc du coup,
Pour l'instant, je n'ai pas encore fait la deuxième approche, mais en tout cas, en ce qui concerne la première approche, c'est-à-dire d'essayer de regarder une variable inobservable qui ressemble aux variables qui existent déjà, qu'on observe déjà, nos résultats restent robustes. Donc juste pour conclure, on observe que la politique d'enregistrement elle a un effet positif sur la santé physique malgré l'accroissement du nombre d'actes. Et en fait, ça peut être expliqué dans le contexte sénégalais par une faible prévalence du VIH et des IST dans la population générale, ce qui entraîne que l'effet de risque accru d'infection, il n'est pas si grand, alors qu'on a une très bonne qualité du système de soins, et donc les femmes qui sont enregistrées et qui ont un meilleur accès au système de soins, elles ont une probabilité accrue d'être soignées importante. Et dans un second temps, on a vu que la politique d'enregistrement elle a un effet négatif sur la santé mentale. Donc, en fait, les professionnels du sexe officiel, elles sont plus exposées à la violence de cette activité, elles sont plus sujettes à la stigmatisation, elles sont plus susceptibles d'être découvertes par leur entourage. Et donc, ce qu'indiquent ces résultats, ce serait qu'il y a une nécessité de proposer un soutien psychologique à ces femmes. Et dans la littérature, il y a des thérapies comportementales cognitives qui ont été mises en place auprès de jeunes délinquants et également auprès de professionnels du sexe en Inde. Donc l'idée de ces thérapies comportementales cognitives, c'est de booster un peu l'estime de soi de ces femmes. Donc l'idée, ce serait d'essayer de peut-être mettre en place ce type de thérapie et d'essayer d'évaluer l'impact sur ces femmes. Voilà. Bon, bah merci beaucoup.